Bonjour à tous. Je crois que pour aujourd'hui, je vais peut-être être la seule présentation en français que vous allez avoir. Donc, je vais faire de mon possible pour que ce soit le plus clair possible. Je me présente, je suis Jonathan Zenou. Je suis responsable de la division DevOps à Winward. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment, chez nous à Winward, on utilise Terraform pour aider à attraper des pirates. Alors, d'abord, on est Winward, on est une compagnie qui existe depuis 12 ans. On est listé à la London Stock Exchange. On a des bureaux dans 4 bureaux dans le monde. On dirige et on crée et on maintient une quinzaine de AI modèles. Et nous sommes 160 employés dans le monde. Nos domaines d'activité sont dans le domaine de la compliance, de la sécurité, de l'environnement, fuel consumption, safety et chaîne de distribution. Et on a des grands clients qui utilisent notre produit comme Generali, ADNOC et plein d'autres. Alors comment ça marche ? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser énormément de types de data différentes, comme des data sources d'identité, de localisation, de propriété, à qui appartient le bateau, etc. etc. Et de ce qu'on va faire, c'est que de toutes ces données, on va créer des entités. Au final, une entité, ça va être juste un point sur une carte. En reliant toutes ces entités ensemble, on va créer des voyages. En analysant les voyages, on va se rendre compte de patterns. Et en analysant les patterns, on va pouvoir être capable de créer des recommandations. Ces recommandations-là, on va les pousser et en faire des insights qui sont aidés par l'intelligence artificielle de nos modèles. Et à travers ça, on va être capable de donner accès à nos clients à ces recommandations dans le monde de la sécurité, de la compliance, de l'environnement, etc., etc., etc. Ce que je vous ai dit maintenant, c'est le pitch sale de la boîte. Je sais que pour beaucoup de gens, ça ne veut rien dire. Donc là, je vais vous donner un vrai exemple de montrer comment ça marche. OK ? Alors, on a un bateau, le Eolika. Le Eolika est un bateau qui existe depuis 1983. Il fait 80 mètres de long, c'est un cargo. Il opère sous le drapeau de la Guyane. Jusque-là, à part le fait qu'il est un petit peu vieux, rien d'assez fou à part ce bateau, comme il en existe des centaines de milliers dans le monde. Okay ? Mais, comme tous les bateaux commerciaux dans le monde, il y a une loi internationale qui les force à avoir à bord ce qui s'appelle un transpondeur. Ce transpondeur, il va nous donner la position du bateau à chaque moment. Et nous, ce qu'on va faire chez Winward, on va avoir la possibilité de récupérer ces données à travers la boîte à qui appartiennent les transpondeurs et de les traiter. Alors, on va voir ce qu'on va découvrir par rapport à ce Eolika. Tout d'abord, là, ce que vous voyez, la ligne bleue, c'est les moments pendant lesquels il avait son transpondeur allumé et les moments pendant lesquels il a transmis. Et bien sûr, quand elle est discontinue, c'est les moments où il n'a pas transmis. Alors, ce qu'on déjà on va pouvoir voir, c'est qu'entre 2020 et 2021, il a eu une longue période pendant laquelle il n'a pas travaillé, il n'a pas transmis. Okay ? Maintenant, il faut savoir que les bateaux, c'est comme les êtres humains. Un bateau, pour qu'il puisse être capable de continuer à travailler, il faut qu'il soit actif. Si demain vous recevez quelqu'un, vous recevez le CV de quelqu'un et vous voyez qu'il a eu un gap de 2 ans sur son CV, on va se poser des questions. On va peut-être vouloir lui demander, des fois on ne va pas le faire parce que ça ne se fait pas trop, mais on va quand même se poser des questions. C'est pareil pour un bateau. Si un bateau, pendant cette période de temps, il n'a pas fait grand-chose, on se dit c'est un peu suspect. Ce n'est pas assez pour dire que c'est un bateau qui est problématique, mais ça commence à nous faire poser des questions. Et en dessous, on va voir que les lignes vertes, c'est les changements de propriétaire. Alors, le fait que pendant très longtemps, il n'ait pas travaillé, et d'un coup, il se remette à travailler, et aussi en même temps, il a changé de propriétaire, ça nous fait poser un peu plus de questions. Rien d'alarmant pour l'instant encore, mais on se le demande. Puis aussi, ce qu'on va voir, c'est que durant cette période-là, il était pendant très longtemps sous la tutelle d'une compagnie lituanienne. Puis ensuite, il est passé sous une compagnie émirati. Puis après, il est retourné sur cette compagnie lituanienne. Encore une fois, ce fait-là tout seul, ça ne nous dit rien. Mais quand on commence à les additionner les uns après les autres, ça commence à faire quelque chose. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que ce que vous voyez ici sur la carte, c'est les déplacements de ce bateau. Et qu'on voit que pendant des années, il a opéré sur la Méditerranée, il a opéré uniquement sur la Méditerranée. Et un jour, exactement au même moment
où il s'est remis à transmis et où il a changé de propriétaire, il a décidé d'aller au Sénégal. Il n'a jamais fait ça jusqu'à maintenant, il a décidé de le faire. Alors, encore une fois, chacun de ces faits de manière distincte, ça ne veut pas dire grand-chose, mais à partir du moment où tous ces faits-là arrivent au même moment, pour nous, dans notre système, on a décidé que ce bateau, c'était un bateau à haut risque. Et 2 semaines après qu'on ait décidé que ce bateau soit mis à haut risque, si on ouvrait la presse, on découvrait qui portait à bord des armes, et des armes qui n'étaient pas recensées. Et que quand les autorités sont montées à bord, ils ont trouvé énormément de munitions. Alors maintenant, vous savez comment Windward fait pour aider à attraper des pirates et des méchants. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment ça se passe à l'intérieur. Alors, pendant cette session, je vais me concentrer sur 3 use cases. Le premier, ça va être comment à Windward on développe un modèle de AI. Ensuite, ça va être comment on crée un projet qui utilise ce modèle de AI. Et ensuite, comment on va créer une architecture de microservices et de tours pour, bien sûr, continuer à travailler avec ce modèle. Et bien sûr, la grande question, c'est comment on fait tout ça avec Terraform. Okay, il y a juste une précision que j'ai envie de dire, c'est que par rapport au développement du modèle AI, okay, on va créer l'environnement pour développer le modèle avec Terraform, mais on ne va pas faire tourner le modèle avec Terraform. D'accord? Alors d'abord, comment ça se passe? Comment on commence à développer un modèle? Alors ça va commencer, il y a le product qui va venir, qui va nous dire voilà, on a un problème, on a tel client qui sera intéressé par faire des recherches dans ce domaine-là ou dans ce domaine-là. On va commencer à comprendre le problème en question. C'est aussi le moment pendant lequel on va ouvrir un notebook Jupyter et on va commencer à faire des graphes, à créer des contextes de Spark, histoire de comprendre vraiment comment la donnée nous parle. Okay, et après tout ça, on va commencer à voir s'il y a des modèles qui existent déjà qu'on pourrait utiliser. Et si on se rend compte que les modèles qu'on veut utiliser pour traiter ce problème, c'est des modèles de deep learning, on va devoir utiliser un GPU. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un GPU, dans tous les ordinateurs modernes, il y a des belles cartes graphiques qui nous permettent de faire énormément de calculer énormément de données. Alors, le GPU, en plus de ça, c'est quelque chose qui est capable de travailler avec des datasets énormes, qui est très efficace, qui peut utiliser énormément de mémoire, qui peut être cost-effective si on utilise des instances dans le cloud pour faire tourner le GPU, okay, et qui est surtout super rapide. Alors, à Windward, pour entraîner nos modèles, on va utiliser des GPU, mais il va y avoir certains problèmes. Tout d'abord, le coût. Les GPU, ça coûte cher. Ça coûte beaucoup plus cher que le CPU. Je pense qu'on peut parler d'un rapport de 1 à 4 entre le cost d'une machine CPU et le cost d'une machine GPU. Okay, alors, si on travaille sur le cloud et que du coup, pour baisser nos coûts, on veut utiliser une machine de type spot, on va avoir un problème parce que ces spots-là, elles sont pas tout le temps, on ne peut pas tout le temps les utiliser. Aussi, ce qui se passe, c'est qu'on va vouloir créer un serveur, finir de travailler dessus, éteindre le serveur, mais quand on va vouloir le relancer, on veut continuer exactement où on était juste avant. On veut comprendre ce qui se passe à l'intérieur et on veut que nos différents data scientists aient la possibilité de se passer les environnements entre eux. Regarde, j'ai trouvé telle donnée, tu peux vérifier, tu peux faire tourner, tu me dire ce que tu en penses, etc., etc. Alors, avant qu'on commence à utiliser Terraform chez Windward, on utilisait SaltStack. Okay, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas SaltStack, c'est un outil du type State Configuration Management, comme Puppet, Chef, etc. Il est écrit en Python, il travaille avec un master, et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait tourner un job sous Jenkins, qui faisait tourner notre commande sous SaltStack, et qu'est-ce qui se passait? Il nous créait un serveur GPU, il le configurait, il le connectait à un disque externe, un disque IBS sous AWS, il nous créait une entrée dans Route 53, le DNS de AWS, et il nous permettait de créer aussi des monitoring. Mais ce qui était super important, c'est qu'au moment où on décidait d'arrêter d'utiliser ce serveur, il fallait qu'on débranche le IBS, sinon on perdait toutes les données. Et bien sûr qu'à partir du moment où on est passé sous Terraform, on a eu la possibilité
de faire ça avec un pipeline de Jenkins, de mettre un pod template qui est connecté à un rôle de IAM pour tout ce qui est permission et sécurité. Et au final, on va avoir Terraform qui va nous créer un serveur basé sur une image préexistante. Elle va nous le connecter à un storage IFS. Elle va nous faire aussi le Route 53, le monitor. Mais parce que ça va être un IFS storage, on n'a pas de problème de perdre les données après. Et à l'intérieur, on va utiliser on va demander à Terraform d'exécuter d'ingérer un script de Cloud Init pour tous les petits trucs à l'intérieur qu'on va vouloir changer. Et une chose qui est hyper importante, et on reparlera de ça après, c'est le fait des tags management, le fait qu'avec Terraform, c'était beaucoup plus simple pour nous de créer des tags sur ces serveurs et sur cet environnement pour pouvoir ensuite les diriger. OK, alors maintenant, on a notre environnement de modèle, on a développé notre modèle, il tourne, il fait les données qu'on veut. Maintenant, il faut qu'on commence à créer un projet derrière ça pour que les clients soient capables d'utiliser les données du modèle. Donc, à ce niveau-là, on a nos développeurs qui nous disent « OK, je veux créer un nouveau projet ». Alors, créer un nouveau projet, c'est nous. Ça veut dire créer un repository, mettre des fichiers automatiquement à l'intérieur du repository. Si c'est un projet de type Python, je veux les fichiers de test comme ça et je veux le fichier requirement. On veut aussi configurer le repository en soi. On veut que telle et telle personne y ait accès. On veut que tel webhook soit créé directement dans le repository. Et on veut aussi créer le job sous Jenkins. On veut générer le pipeline qu'on va utiliser pour qu'on ait tout ce qu'il nous faut pour travailler avec notre projet. Alors d'abord, pour ce qui est du travail entre Terraform et Jenkins, ce qu'on utilise chez nous, c'est ce provider. Il est très pratique. Okay. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas utilisé, je le conseille vivement. Et vous verrez qu'à travers ce provider, c'est très simple de créer des jobs et de les configurer. Et pour ce qui est de l'intégration entre Terraform et GitHub, parce que notre Revision Control à Windward est GitHub, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le provider officiel de GitHub. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi à trouver une fonction de la console de GitHub qui n'existe pas dans ce provider. Ce provider est hyper détaillé. Il y a toutes les fonctions possibles et imaginables que vous avez sous GitHub. Vous les avez à travers ce provider. Entre autres, vous allez avoir des choses comme la possibilité de créer des protections de branches ou de créer des branches, de demander des status checks sur les différentes branches en faisant partie de votre CI. Vous pouvez aussi créer des équipes, donner à certaines équipes la possibilité de travailler avec certains repositories ou non. Ou encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, créer des webhooks qui vont être après intégrés avec votre environnement CI. OK. Par contre, il y a une certaine chose auquel il faut faire attention quand on travaille avec GitHub et avec Terraform. Comme vous pouvez le voir, chez nous à Windward, on a 616 repositories. Donc ça veut dire qu'on a créé 616 repositories avec Terraform. Et quand on réfléchit et que sur chaque projet, sur chaque repository qu'on veut créer à travers, avec Terraform sous GitHub, on va se rendre compte qu'il y a entre 40 et 50 ressources par projet, qu'on a 600 projets. Donc vous vous imaginez, à chaque fois que chez nous, on fait tourner Terraform Plain ou Terraform Apply, le temps que ça peut prendre. Et surtout qu'en plus, on doit le faire 2 fois, parce qu'on doit faire tourner Plain et Apply. Donc ça nous prenait un temps fou. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de commencer à splitter nos fichiers TF-vars par type. Donc maintenant, on va se retrouver à avoir un fichier TF-vars pour nos librairies Python, un fichier TF-vars pour nos applications Python, pour nos services, pour nos Java Lib, pour nos Java App, etc., etc. Et à travers ça, on a été capable de vraiment minimiser le temps de nos Terraform Plain et nos Terraform Apply. OK, alors, si on revoit en arrière, jusqu'à maintenant, on a expliqué comment, avec Terraform, on était capable d'avoir des environnements pour développer notre modèle, comment, avec Terraform, on était capable de créer nos projets et ensuite, à travers le projet, utiliser les données du modèle. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il nous faut en plus de ça pour faire tourner notre projet et comment Terraform va nous aider à ce niveau-là. Alors, pour ce qui est chez nous, on travaille en architecture de microservices. OK. On travaille avec Kubernetes et vu qu'on est à 100% sur AWS, on va utiliser leur managed service qui s'appelle IKS. Et on va utiliser Helm pour faire du templating et pour déployer nos services là-bas. Pour ce qui est du monitoring, on va utiliser Prometheus.
Et on va utiliser de l'autoscaling avec 2 technologies que j'apprécie énormément, qui s'appellent Carpenter et Keda. Okay, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est, Keda, c'est simplement une technologie qui nous permet de faire notre autoscaling basé sur n'importe quel type de métrique. Ça peut être des métriques internes et des métriques externes. Par exemple, ici, je peux faire un autoscaling basé sur la taille d'une queue SQS. Okay, donc, comme vous voyez, il y a écrit 5. Et ça, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais avoir 5 nouveaux objets dans ma queue, ça va me créer une nouvelle réplica. Et bien sûr, chaque fois que je vais en avoir 5 en moins, ça va m'enlever une réplica. Et donc, si on parle de queue à Windward, on va avoir à peu près 200 queues actives, 60 topics, et bien sûr, toutes ces queues et tous ces topics sont monitorés avec CloudWatch. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on va avoir une infrastructure qui ressemble à ça, l'application qui parle à un topic qui est connecté à plein de queues, et que bien sûr, tous ces trucs-là sont monitorés sous CloudWatch, des fois, on va avoir un problème parce que c'est à travers Terraform, créer des choses comme ça, c'est quelque chose d'assez simple. On utilise le provider de AWS, AWS SQSQ, AWS SNS Topic. Ils sont très faciles à utiliser. Et bien sûr, pour créer les alertes sur CloudWatch, c'est aussi très simple. Terraform sait très bien le faire. Mais on a certains problèmes. D'abord, chez Windward, il y a uniquement l'équipe DevOps qui fait tourner Terraform. Parce que les gens qui ne font pas partie de l'équipe DevOps ne savent pas utiliser Terraform et ne connaissent pas la syntaxe de Terraform. Aussi, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'on va créer une pull request sur l'infrastructure de la boîte, c'est encore une fois l'équipe DevOps qui va devoir faire la review de cette pull request. Les changements de topologie entre notre SNS et SQS, ils sont quasiment tous les jours. Chaque jour, on va avoir un changement là-dessus. Et aussi, on va avoir des changements sur le monitor. Des fois, certains développeurs vont vouloir avoir un threshold plus haut, plus bas, changer la severity. Et en fait, on s'est retrouvé avec un problème de nos développeurs qui veulent tout le temps faire des changements sur l'infrastructure et l'équipe qui n'est pas capable de, à chaque fois, être là pour faire ces changements en question. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer dans nos projets des gros dictionnaires qui décrivent l'infrastructure SNS SQS, l'infrastructure de nos queues. Okay, ce dictionnaire, il va être en JSON. Donc, ce qui veut dire que les développeurs, ils peuvent assez facilement le lire et le comprendre. Et à partir de ce moment-là, chaque fois qu'un de nos développeurs veut faire un changement dans cette infrastructure, tout ce qu'il a à faire, c'est de faire une pull request sur un fichier JSON, qui est très simple à lire. Et après, ce qui va se passer, c'est que nous, à l'intérieur de notre code dans Terraform, on va pouvoir faire des loops qui vont passer sur ce JSON et qui va créer les infrastructures en fonction de manière dynamique. Et ça nous a sauvé énormément de temps et ça nous a sauvé énormément de complexité dans notre code et dans le travail des développeurs. Et après, vous pouvez voir, c'est très simple. Le module SQS, il peut passer en for each loop sur ce JSON-là. Il va être capable de le décoder et il va être capable de créer les ressources en question. Mais même avec ça, on va avoir des problèmes. D'abord, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un JSON file pour chaque type de projet. Parce que vous imaginez, si on avait un JSON file immense pour tous les projets de la boîte, on s'en serait pas sorti. Après, quand on a des vraiment petits projets, à ce moment-là, on a décidé de créer un fichier qui va gérer tous ces petits projets-là en question. Et chaque fois qu'il va y avoir une pull request ouverte sur ce genre de changement-là, on va avoir un job sous Jenkins qui va pouvoir l'appliquer de manière automatique. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'on fait en sorte que si ce job Jenkins se rend compte quand il fait son Terraform plan qu'il doit y avoir un destroys, à ce moment-là, le job s'arrête. Il envoie un mail au DevOps, il dit « Regardez, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelqu'un qui fait un changement dans la queue. » Et là, c'est le genre de moment où l'équipe DevOps doit vraiment mettre les mains dedans et comprendre pourquoi ce Terraform plan avait prévu de faire un destroy. OK, alors il y a quelques limites à ce genre de pratique. Okay. Tout d'abord, comme je l'ai expliqué avant, ce type de JSON, ils peuvent devenir très grands. Et le problème aussi, c'est que les gens qui ne font pas partie de l'équipe DevOps ne savent toujours pas utiliser Terraform. Et au final, plus la compagnie grandit, plus le R&D grandit, et on se retrouve à avoir de plus en plus de PR à revoir. Donc, à ce moment-là, on commence à être à une taille de compagnie où on se pose les questions où peut-être qu'il faudrait qu'on arrête à utiliser Terraform de la manière avec laquelle on l'utilise. Donc, bien sûr,
c'est à ce moment-là qu'un outil comme Terraform Cloud va venir et c'est quelque chose qu'on est en train de vérifier, de tester chez nous. Il y a aussi un autre outil qui peut être une belle alternative à Terraform Cloud pour ceux qui voudraient autre chose. C'est un outil qui s'appelle Env0. C'est une petite boîte startup déjà assez sympathique qui la dirige et je vous invite à aller les voir sur Internet pour voir ce qu'ils font. Alors en conclusion, maintenant qu'on a vu comment ça se passait chez Windward et comment on aidait avec Terraform à attraper des pirates en mer, moi, il y aurait juste deux takeaways que j'aimerais que vous preniez avec vous. D'abord, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucune boîte où il n'y a pas eu un CFO ou un autre C-level qui va voir le chef de l'équipe DevOps ou le chef de l'équipe infrastructure pour lui dire il faut baisser les costs. Il faut que tu sois sûr que tu n'aies rien dans ton environnement qui ne tombe pas pour rien, qui ne coûte pas de l'argent, rien qu'on ne puisse pas couper. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on fait chez nous, c'est que si vous vous souvenez, quand je parlais de la solution Terraform pour créer les environnements de model development, un point sur lequel j'ai dit qu'il fallait qu'on reparle, c'est le tags management. Okay, le tags management, c'est quelque chose de super important parce que c'est uniquement en mettant les bons tags sur les bonnes ressources quand vous créez vos ressources que vous serez capable après de comprendre qu'est-ce qui coûte et quoi qui coûte. Donc nous, ce qu'on fait chez nous, c'est qu'à partir du moment où on définit le AWS provider sur toutes nos ressources, on lui donne les tags. On lui donne les tags qu'il faut pour qu'ensuite, après, on soit capable de les retrouver et de comprendre qu'est-ce qui coûte. Autre chose, chez nous, on utilise un outil qui s'appelle InfraCost. Ça nous permet de vraiment savoir au moment où on fait tourner notre code ou au moment même où on crée la pull request sur notre code Terraform, ça nous permet de voir combien les nouvelles ressources vont nous coûter en plus. Et ce qui est cool chez InfraCost, c'est qu'ils ont aussi une intégration avec Visual Code. Donc, à partir du moment où vous écrivez votre code sur Visual Code, votre code Terraform, il est en train de vous dire, ouais, ben ça va te coûter tant. Donc, regarde si tu n'as pas une erreur, peut-être que tu t'es trompé sur la taille de ton instance ou quoi que ce soit. Donc, cost management as code, et c'est aussi quelque chose avec lequel Terraform, je sais que même du côté de Terraform Cloud, ils mettent énormément d'efforts là-dessus. Deuxième leçon, j'ai décidé d'appeler ça Divide and Conquer. Si vous vous souvenez, quand je vous ai parlé du fait qu'on, chez nous, on a commencé à splitter nos TF-vars en différents fichiers pour rendre ça plus pratique, il faut savoir que c'est une pratique qu'on n'a pas inventée. Toute personne ici qui fait du software development, il sait que découpler les gros fichiers en software development, c'est une des meilleures pratiques. Okay, je ne sais pas si vous connaissez cette personne, mais ce monsieur s'appelle Robert Cecil Martin. Pour ceux d'entre vous qui sont plus orientés code development, il s'appelle Uncle Bob. Il a écrit le livre qui s'appelle Clean Code. C'est vraiment une des bases dans le monde du software development. Et il a mis en place ce process qui s'appelle solid. C'est-à-dire que quand on écrit du code, on veut que le code il soit solide. Je sais qu'en français, ça a une autre signification, mais ça se rejoint quand même. Et le point sur lequel j'ai envie de mettre le doigt aujourd'hui, c'est le S, Single Responsibility Principle. Et Uncle Bob, il a dit ça. A module should be responsible to one and only one actor. Cela veut dire que quand vous créez votre fichier TF-vars, il faut qu'il soit responsable uniquement d'un seul type de projet et d'un seul environnement de projet. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, je serai dehors pour y répondre. Bonne journée.